Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Encore des arrestations suite à l'affaire Bourg 4. Le président du collectif et son vice-président sont en garde à vue. Ils sont poursuivis pour lotissement irrégulier, morcellement et occupation de la case des tout-petits. L'inquiétude qui monte à Saint-Louis suite à la disparition de 7 pêcheurs d'une même famille depuis 10 jours. À la plage de Soumbédoune, les pêcheurs ne sont pas allés en mer du fait de la houle. Reportage à suivre dans ce 20h. En sport, les Lionceaux U17 terminent en beauté le tournoi UFOAB. Ils ont battu le Mali en finale 2-0. C'était cet après-midi. À suivre dans ce journal, Tenguet FC qui s'incline pour sa première en Ligue africaine des champions. Le représentant du Sénégal est tombé face à l'Espérance de Tunis 2-1, les armes à la main. À suivre donc les temps forts dans la page des sports. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, l'affaire Bourg 4 à Thiès. 2 autres arrestations. Notez Jules Djemé, le président du collectif, et son vice-président Amadou Dia sont actuellement en garde à vue à la gendarmerie d'Anguint. Ils sont poursuivis pour lotissement irrégulier, morcellement et occupation de la case des tout-petits. La DESCOS était descendue sur le terrain pour revenir sur les faits. Suivez plutôt ce reportage signé chez Ranta Diop et Seyla Tir. L'ambu collectif des habitants de Bourg 4 ainsi que son vice-président arrêtés. Ils sont en garde à vue à la gendarmerie d'Anguint, poursuivis pour diverses infractions. Ces présumés prédateurs fonciers ont concouru à la réalisation des lotissements irréguliers dans la forêt classée de Bourg 4 Extension et vente illégale de terrain. Les autorités de la DESCOS, en compagnie du président du collectif des habitants de Bourg 4, sont descendus sur les lieux pour constater de visu les lotissements irréguliers et les bornes posées par certains membres du collectif. Selon le directeur de la DESCOS, il y a des individus qui ont posé des bornes de terrain de 20 mètres sur 20 dans un lieu classé zone sensible et protégé par le code de l'environnement. Il attribue cette forfaiture à des membres du collectif. Pour l'heure, une enquête est en cours. 7 personnes sont arrêtées pour le moment. D'autres têtes vont tomber dans les prochains jours, selon le directeur de la DESCOS. Amadou Dia et Jules Djemé sont à garde à vue à la gendarmerie d'Anguint. Ils seront certainement déférés au parquet lundi prochain. Foncier à Bourg, le maire de la commune apporte des précisions sur les cantines construites sur l'ancien jardin public et l'affaire du terrain de Gouy Mouride. Fallou Silla estime que le dossier avec les jeunes d'Hambourg est en appel. Il ajoute que les 2 projets établis sur les 2 différents sites sont bénéfiques pour les populations. On voit cela dans cette correspondance signée Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Père du maire d'Hambourg et des jeunes d'Hambourg Justus est toujours à la cour d'appel, mais les travaux des cantines se poursuivent. Fallou Silla estime que ce projet est bénéfique pour Hambourg. L'entrepreneur qui est là-bas, qui a gagné le marché, avait eu son autorisation de construire malgré tout, et les travaux continuent. Et là aussi, je lui ai donné une date, il m'a dit que normalement dans 4 à 5 mois, il va rendre les clés. Parce qu'il y a les populations qui attendent. Parce que ça va réduire un peu le chômage, les gens vont travailler. Et pour ce qui est du terrain de football de Gouy Mouride, le maire de la commune d'Hambourg précise que c'est lui qui a prêté ce site aux ASC de la zone. Mais ce site est prévu pour la construction d'une structure sanitaire. Ils ont écrit noir sur blanc que ce terrain, on l'a emprunté pour le rendre au cas où les partenaires du maire viendront pour l'hôpital. Nous sommes tombés d'accord. Ils sont revenus me voir pour que j'achète des camps. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté pour 180 000 francs pour les bois, pour qu'ils puissent jouer. On est resté 2 ans. La première année, ils ont gagné le championnat. Cette année, je les ai avertis très tôt. Je les ai dit que dans 2 ou 3 mois, les gens vont venir pour commencer l'hôpital. Tout le quartier a pris à 2 mains. Il y avait les délégués de quartier, il y avait le conseil de quartier. Tout le monde était d'accord. Bon, je leur dis ça, ils disent que niet, ce terrain-là, on ne peut pas le rendre. On dirait que ce terrain les a appartenus. Le maire de la commune d'Hambourg ajoute que bientôt, les travaux du jardin public situé en face de Auchan vont reprendre. Ils sont aux arrêts depuis bientôt 1 an.
C'est dans les titres de ce 20h. 7 pêcheurs de Saint-Louis d'une même famille ont disparu depuis 10 jours. Les recherches n'ont encore rien donné. La famille appelle l'État à déployer les gros moyens pour les retrouver. On écoute ici Elhadji Ousseynou Fall, le propriétaire de la maison, et Ousmane Sène, interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. Nous avons effectué beaucoup de recherches dans les zones les plus reculées. D'autres pêcheurs ont également fait la même chose, mais nous n'avons rien vu. Maintenant, nous tendons la main à Allah et nous attendons. Nous acceptons la volonté divine. Nous remercions toute la population de la Langue de Barbarie. Les pêcheurs ont tout fait pour les retrouver, mais en vain. Ce qui se passe aujourd'hui dans la Langue de Barbarie est triste. Il était 7 pêcheurs d'une même famille. Nous avons fait des prières pour les retrouver et nous demandons à toutes les autorités de prendre cette affaire au sérieux. Il faut faire des recherches dans toutes les zones. Nous comptons sur nos autorités, surtout au ministre de tutelle. Les conditions climatiques ne sont pas favorables à la pêche à la plage de Soumbédioune. Les pêcheurs ne sont pas partis en mer ce samedi à cause de la houle. C'est la deuxième fois dans la semaine qu'ils se déferlent sur la plage. Les pêcheurs attendent en temps normal pour retourner en mer, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Abdoulaye Diop et Diafaraba. Des pêcheurs en pleine discussion ici à la plage de Soumbédioune. Juste à côté, de puissantes vagues déferlent sur la plage. Depuis la nuit du vendredi passé, aucun pêcheur n'est parti en mer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une houle aussi puissante car elle peut monter jusqu'à 3 mètres et à 3 mètres 90. On avait l'habitude de voir des houles à 3 mètres. Les vagues se déferlent avec force et cet espace n'a pas de profondeur. Beaucoup de personnes sont mortes ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Ce pêcheur vient de débarquer. Il a passé une semaine en mer. Je suis parti en mer le mardi passé et je suis arrivé ce samedi. Il y avait beaucoup de vent dans la mer, mais heureusement pour nous, oui, les jeunes pêcheurs avaient peur. Ils m'ont même proposé de débarquer à Mbour, mais je les ai rassurés. Ce vieux lui profite de cette journée sans travail pour contempler la mer. Pour lui, cette houle vient dans une période marquée par la pandémie de la Covid-19. C'est dur car c'est la deuxième fois dans la semaine que la mer s'agite. On a travaillé 3 jours. C'est très difficile car on est confronté à la rareté des poissons. Les pêcheurs ne négligent pas les informations véhiculées par la météo nationale. Ils se les partagent via les groupes WhatsApp. Un drapeau rouge est même élevé pour signaler le danger. Parlons de toute autre chose à présent avec le Sénégal qui déplore 6 décès liés à la Covid-19, 741 au total. Sur 2287 tests réalisés, notre pays a enregistré 265 nouveaux cas positifs, 93 cas contacts, aucun cas importé et 172 cas issus de la transmission communautaire. Retenez que 272 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. La détection des faux tests PCR, une grande équation pour les compagnies et contrôleurs sanitaires à l'aéroport international Blaise Diagne. À l'AIBD, les agences sont constamment sur le qui-vive. En décembre dernier, rappelons-le, un réseau de trafiquants de faux tests avait été démantelé par la police aux frontières. Quels moyens disposent justement nos contrôleurs sanitaires pour détecter les faux tests PCR? Élément de réponse dans ce reportage signé Chérif Diop et Younous Diatta. C'est un vrai casse-tête pour les contrôleurs sanitaires à l'AIBD, l'authentification des tests PCR. On a quelques difficultés parce qu'il y a des tests qu'on présente et qu'on ne peut pas prouver la fiabilité du test. Parce que si le test n'a pas le code QR, ou bien un code barre, c'est un peu difficile.
Difficile alors de démêler le vrai du faux car tous les résultats de tests PCR n'ont pas de QR code comme celui-là. Avec l'expérience du terrain, on voit que ça ce sont des faux. Par exemple, il y a une incohérence dans la date de prélèvement, dans la date du rendu des résultats. Donc tout ça, ce sont l'expérience du terrain qui nous permet véritablement de savoir si ce sont des vrais ou de faux tests. Depuis le 1er novembre, un test PCR négatif datant de moins de 5 jours est obligatoire pour tout passager embarquant pour un aéroport du Sénégal. Seulement, les cas importés sont toujours d'actualité. La personne peut présenter un test, mais ça ne dédouane pas que cette personne-là peut présenter aussi des signes. Si la personne présente des signes, impérativement, on l'amène au niveau du laboratoire qui est juste, qui fait partie aussi du dispositif du contrôle sanitaire. On l'achemine directement et que cette personne-là effectue son test. C'est ça qui explique donc les cas importés. Voilà, donc c'est ça qui explique les cas importés. C'est à l'enregistrement que la vérification des tests PCR commence avec les compagnies aériennes. Là également, la situation se complique des fois avec certains passagers. C'est compliqué, mais c'est nécessaire, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. Il faut le faire, il faut voyager, oui, il faut voyager tout en sécurité sanitaire, mais on explique aux passagers les raisons derrière ça. Et ils coopèrent avec nous, ils coopèrent avec nous parce que aussi les passagers, ils sont conscients que la santé avant tout. Ces formalités sanitaires et les autres décisions restrictives découragent plusieurs voyageurs. En témoigne le faible taux de remplissage des avions en ce moment. Là où par exemple nous avons un 330 Neo qui fait 12 en business class, 32 en premium et 257 en éco. Si on ne parvient pas à avoir plus de 200 passagers ou bien une moins de 200 passagers, c'est qu'on a chuté. Avant, franchement, on remplissait très bien, mais maintenant, ça a impacté négativement le taux de remplissage. Une situation dont souffre également l'aéroport international Blaise Diagne, car les revenus d'un aéroport sont proportionnels au trafic passager, même si un léger mieux a été constaté en fin 2020. La fin de l'année a été positive puisque nous avons eu les fêtes et les vacances de Noël et le jour de l'an, donc des gens ont voyagé avant l'application de ces mesures. Et donc nous avons eu un mois de décembre qui était plutôt satisfaisant, c'est-à-dire à peu près 50% du trafic. Et ce mois de janvier avait bien commencé, mais comme je viens de vous le dire, il a été un peu marqué à la dernière semaine par les nouvelles mesures en France. Dans quelques jours, on aura plus de précision. En moyenne, le nombre de passagers aujourd'hui Aujourd'hui, nous sommes à peu près moins 42%, ça veut dire qu'on fait un peu plus de 50%, 58% du trafic par rapport à l'année d'avant. Depuis le début de la pandémie, c'est pratiquement tout le secteur aérien qui est en hibernation. L'IATA, l'Association internationale du transport aérien, prophétise désormais un retour du trafic de 2019 en 2026. Lutte contre la Covid-19 difficile dans les écoles. Les élèves soutiennent qu'ils ont du mal à débourser chaque jour pour se procurer un masque. L'IEF des parcelles enseignants demande l'implication de tout le monde pour parvenir à éradiquer le coronavirus. C'est un reportage signé par Faragning et Ahmadouba. Les écoles, parmi les vecteurs de transmission de la Covid-19, les élèves ont du mal à se procurer un masque pour se protéger. Certains font des sacrifices, rien que pour éviter de choper le virus. On a des masques, mais ça ne se donne pas. On achète à fait. Devant l'école, devant l'entrée, on achète en 100 francs. Vous voulez qu'on vous donne des masques? Oui, qu'on le donne gratuitement, parce qu'on n'a pas assez d'argent. Les élèves comptent sur leurs parents. Okay. Si on donne, par exemple, 200 francs pour manger le petit déjeuner, on est ici devant l'entrée, on n'a pas de masque. Il faut acheter les masques à 100 francs et les 100 francs, ça ne peut rien servir. Non, on utilise seulement les gels et les savons. On n'a pas beaucoup de masques. Pour avoir un masque, il faut acheter à l'extérieur. Même si les autorités éducatives font tout pour que les mesures barrières soient respectées dans les établissements scolaires, cela nécessite aussi l'implication de toute la communauté. La lutte contre cette pandémie-là ne peut pas être la seule affaire des enseignants. Je l'ai dit, lors de la reprise du 12 novembre 2020, ce ne sont pas seulement les élèves candidats aux examens qui sont revenus, mais c'est tous les élèves, donc tous les élèves de toutes les classes. Alors cela nécessite un travail colossal
que seules les équipes pédagogiques des écoles ne peuvent faire. C'est pourquoi nous avons lancé un appel à la communauté éducative, aux parents, à tous les partenaires qu'ils s'impliquent pour accompagner les enseignants pour une meilleure prise en charge de cette maladie, afin que l'école ne soit pas le lieu de propagation de la pandémie. Conscients de la propagation du virus dans leur localité et les décès notés, les autorités politiques des Parcelles Assainies apportent aux différentes écoles leur soutien. On voit la recrudescence de la pandémie. Les cas augmentent de jour en jour, surtout aux Parcelles Assainies. On ne se lève pas un jour sans pour autant que les Parcelles Assainies enregistrent des cas et des décès. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire d'accompagner les élèves qui sont essentiellement les vecteurs de transmission de la pandémie à l'endroit de leurs parents et de leurs grands-parents. C'est pour cela qu'on est à notre 4e action. Malgré cette contribution des élus de la localité, les écoles des Parcelles Assainies expriment toujours le besoin d'être accompagnées pour lutter contre la pandémie de Covid-19. La propagation de la pandémie dans les décharges, l'UCG a établi un filet de protection sanitaire afin d'éviter tout mélange des déchets issus des malades de la Covid avec les déchets que fréquentent les récupérateurs. Voici à ce propos des explications de Mastia Millet, le coordonnateur national de l'UCG. Il en parle au micro d'Ibrahim Diamé et Faligay. Nous, UCG, étant le réceptacle naturel de l'ensemble des ordures, d'abord, nous nous sommes attelés à mettre en place des dispositifs spécifiques pour la gestion des déchets issus des centres de traitement des malades du Covid, pour éviter justement que ces déchets aillent se mélanger aux ordures ménagères. Ça, nous l'avons fait avec le ministère de la Santé, en l'occurrence le service hygiène. Mais de manière plus spécifique, vous savez que l'ensemble des déchets finissent dans les décharges. Donc nous, notre filet de protection sanitaire, on l'a mis au niveau des décharges parce que c'est des Sénégalais comme vous et moi qui travaillent dans les décharges, qui sont d'égale dignité que vous et moi, qui reviennent dormir dans nos quartiers. Donc nous, notre filet de protection, on l'a mis d'abord au niveau des décharges où il y a des récupérateurs qui s'activent. En plus de ça, au niveau du personnel même de l'UCG, qui sont dotés en gants, en équipement de protection individuelle, en savon liquide, qui est beaucoup plus adapté que les gels hydroalcooliques compte tenu du type de métier que nous exerçons, mais aussi la surveillance de l'ensemble des endroits où nous intervenons pour limiter un tout petit peu les contaminations potentielles, le respect des mesures barrières, la distribution de gel et de masques au niveau de certains points stratégiques. Les cas de la seconde vague de la pandémie de la Covid-19 qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans le pays et au Foulado inquiète les familles maraboutiques de Kolda. Ils lisent tous les jours le Coran et formulent des prières pour en prendre rétablissement des malades et que cette maladie soit hors de nos frontières. Ils invitent les musulmans et toutes les communautés au respect des gestes barrières. Abdoulaye Diallo. Avec une cinquantaine de cas positifs de coronavirus à Kolda, la propagation de la pandémie de la Covid-19 préoccupe les familles maraboutiques de Kolda, où des prières sont faites en faveur du Sénégal et en faveur des malades du coronavirus. bés bu nekk ñu ngi fiy wàccee ay kaamil alquran bés bu nekk ñu ngi koy def ngir ñaanal réew mi yépp ndax feebar bi mën a fi jóge ñi mu dal ñu mën a weer ñi mu dalut ñu mën a mucc. Président de la République sumb bi mu sumb yàlla mën a ko jàppale ba mu mën a antu ci kattan yàlla loolu moom ci lañ sax. Les religieuses sont attendues au Foulado. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. À Baba Garage, une commune du département de Bambey, la question de l'état civil constitue une préoccupation majeure pour les populations. En effet, plus de 1000 élèves des écoles de la localité ne disposent pas d'acte de naissance. Babacar Diouf. La coordonnatrice. Disposer d'une pièce d'état civil dès la naissance est l'objectif que cherche à atteindre l'association Trésor à travers sa collaboration avec l'ONG Khali et la commune de Baba Garage. Khadim Baye, la coordonnatrice de l'association Trésor. Ici présent à Baba Garage pour lancer le projet c'est un projet qui vise à promouvoir le droit à l'éducation et le droit à l'identité qui est prévu par les conventions internationales dont le Sénégal
à ratifier. Une initiative bien appréciée par la mairie de Baba Garage qui, en collaboration avec le sous-préfet, a déjà pris les devants. Modou Sarniaï, le maire. Actuellement, la situation au niveau de Baba Garage, on est en train de prendre la situation en main. Parce qu'il y a des stratégies qui sont mises en place qui permettent quand même au niveau de Baba Garage que tout enfant qui est né dans la semaine a son extrait de naissance. C'est des stratégies qu'on a essayé de mettre en place avec les OCB, les communautaires, les imams, les badjanougor et peut-être les services de santé. Dans cette commune du département de Bambey, plus de 1000 élèves ne disposent pas d'un acte de naissance. Tour à Dakar avec des travailleurs de la brioche dorée qui réclament 4 ans de salaire. Ils soutiennent subir une certaine intimidation de la part du patron de l'entreprise, Assoumana Mané, du syndicat des boulangeries, pâtisseries et restaurants du Sénégal. On parle au micro d'Habib Faye et Youssou Baro. L'option dite d'intensifier les campagnes de diabolisation, de dénigrement, de harcèlement et de menaces dans le seul unique dessein de démanteler au plus vite les bases de notre organisation dans tous les établissements de la brioche dorée. Le seul tort du syndicat des délégués et des délégués du personnel est de s'engager résolument pour défendre une plateforme revendicative portant sur les points de droit piétinés depuis fort longtemps par la direction de la brioche dorée. La remise des copies de contrats à la suite de leur validation à l'inspection régionale et de la sécurité sociale. Déclaration des travailleurs de CDD en vue de leur adhésion aux institutions sociales, IPRES, Caisse de sécurité sociale et IPEM, conformément aux dispositions réglementaires. Décompte et paiement des heures supplémentaires conformément aux dispositions en vigueur. Respect de l'amplitude des heures de travail. Respect de la classification catégorielle de la convention collective de branche. La page des sports à présent avec le tournoi U17 zone A de l'UFOA, le Sénégal qui bat le Mali 2-0 en finale. C'était cet après-midi au stade Ladeur de Thiès. Les Lionceaux qui conservent ainsi le titre de la zone en attendant leur participation à la CAN U17 qui va se dérouler dans un mois au Maroc. On voit cela dans cet élément signé au Cheikh Sadibou Diarra et Cheikh Diop. Le Sénégal, maître chez les moins de 17 ans de la zone A de l'UFAO, les Lionceaux ont remporté le tournoi qualificatif à la CAN de la catégorie en mars prochain au Maroc. Un succès de 2-0 devant le Mali, la finale au stade La Dior de Thiès. Le duel entre les deux meilleures sélections du tournoi a tenu toutes ses promesses de la tactique, de la combativité et du jeu tourné vers l'offensive. Et à domicile, le Sénégal, plus efficace, a marqué un but à chaque mi-temps. Des réalisations de Malick Nying et Ibou Sadé qui permettent aux Lionceaux de conserver le titre des cadets de la zone A de l'UFAO. Le Mali peut consoler d'accompagner le Sénégal à la CAN U17 au Maroc du 13 au 31 mars prochain. Tous les espoirs sont permis au vu des qualités montrées à Thiès. Pour sa première sortie en Afrique, Teungueth FC a bien résisté face à l'Espérance de Tunis, mais s'incline finalement sur le score de 2-1. Un match où les Rufisquois peuvent nourrir d'énormes regrets, mais aussi apprendre de leurs erreurs, car dans le haut niveau, ce sont des détails, précis de coach Youssouf Dabo, qui font la différence. Son homologue tunisien reconnaît que la tâche a été ardue cet après-midi à Tunis. Mamfatou Ndoye. FC Vaillant qui a fait valoir ses arguments, qui a même ouvert le score 1-0 au Stade Radès de Tunis grâce à Djibril Silla. Mais qui est tombé à cause d'un pénalty généreux sifflé par l'arbitre kényan Peter Kamakou. Tout ce que je vois, c'est mon joueur qui dégage le ballon et puis ça tape l'autre joueur, son partenaire. Après, est-ce qu'il avait les mains collées ou pas? Il faut revoir les images parce que je n'ai pas revu les images. Et une glissade de son gardien, Baye Hassan Cissé, sur le but victorieux et coup de tête d'Abdoul Khalid. Un premier match en phase de poule de Ligue des Champions, loin d'être une promenade de santé pour l'adversaire tunisien. Ce match allait être difficile parce qu'on a supervisé quand même
adversaire. C'est une très bonne équipe. Ils étaient bien organisés. Ils nous ont fait beaucoup de mal. Ils ont marqué le premier. Ce n'était pas vraiment facile. Heureusement pour nous, grâce à notre expérience, on n'a pas paniqué. On a su revenir avant la mi-temps. C'était décisif. Pour la deuxième mi-temps, on a su marquer grâce à notre banc, grâce aux nouveaux joueurs. Donc c'était un match vraiment très difficile pour nous. Et qui laissera sûrement des regrets à la formation rufisquoise. On n'a pas été mauvais, on n'a pas été bon non plus, mais il faut qu'on soit encore plus compétiteur dans l'arme, surtout sur ce genre de match où il n'y aura pas beaucoup de situations, ça c'est sûr, parce que c'est une compétition où tu as des équipes hyper concentrées, mais les quelques situations qu'on aura, il faudra vraiment les jouer à fond pour mettre les équipes en difficulté. Plongé dans le bain du haut niveau après ce déplacement à Tunis, Teungueth FC devra vite se remettre de cette première déconvenue pour aller chercher un résultat positif pour la réception du Zamalek le 23 février prochain. Président du Teungueth FC qui encourage ses joueurs suite à cette défaite sur les faits de jeu. Il veut voir son équipe jouer avec le même engagement en championnat pour revenir en Afrique. Je vous propose d'écouter Maître M. Babacar Ndiaye, interrogé par Mame Fatou Ndoye. C'est une première, ils ont fait 2-1. Il faut retenir ce qu'il y a de positif. Il reste 5 matchs. Et ces 5 matchs-là, il faudra donner tout ce qu'ils ont. Mais le plus important pour moi, c'est cette prestation-là, ou ces prestations-là, comme le Raja ou l'Espérance, qui renouvellent cela dans le championnat. Ils ne peuvent pas élever le niveau du champion en Champions League et avoir un autre visage au championnat sénégalais. Parce que la priorité, il ne faut pas construire l'objectif, c'est le championnat. Ils sont entrés en phase de poule, on ne dit pas qu'on fait l'apprentissage. Une défaite fait toujours grandir, mais il est temps maintenant de mettre un peu de chauffe et d'aller sur le championnat. On est fiers de nos joueurs. J'ai vu le match, bon, on a entendu du tout, 5-0, 8-0, 4-0. Mais quand on regarde ces jeunes qui viennent de Ngalandou Diouf, une équipe qui a été créée il y a 10 ans, on regarde ces joueurs-là, c'est le petit poussé parmi les 16. Chacun veut prendre ses 3 points sur le Teungueth FC. Mais c'est une fierté, toute une équipe. On a senti l'adhésion qu'il y a autour de cette équipe. Ça montre, comme on dit toujours, on est tous plus forts dans l'union que dans la division. Je crois que le Teungueth grandit et c'est tout bénéfique pour le football sénégalais. Et j'encourage mon ami Chersek pour que lui aussi rentre en phase de poule. Teungueth FC qui va jouer son prochain match de poule face aux Zamalek d'Égypte, ce sera à Thiès. Et puis toujours football, la 7e journée de la Ligue 1. Retenez que le Snap Excellence de Thiès a battu la Spic 2-0 cet après-midi. C'était au stade Alassane Djigo en ouverture donc de la 6e journée de la 7e journée plutôt de cette Ligue 1 qui va se poursuivre demain. Nous partons basketball à présent avec la 6e journée du championnat chez les dames. L'AS Ville de Dakar toujours en roue libre dans la poule A. Le club champion en titre a battu son plus sérieux concurrent, le Saint-Louis Basket Club, 72-61. Compte rendu signé Chersadi Boudiara et Ahmadouba. L'AS Ville de Dakar, seul leader de la poule A du National 1 féminin. L'équipe championne en titre a remporté le duel des invaincus face au Saint-Louis Basket Club. Une maîtrise de bout en bout du match pour s'imposer 72-61. Nous sommes l'équipe à battre cette année par rapport à notre statut. Donc on n'aura que des matchs difficiles. Maintenant, il faut qu'on continue le travail, être patient. Maintenant, et faire de bons choix pendant les moments décisifs, je pense que c'est ça. On a été patient, donc, et ça paye à la fin. Donc, il faut le dire qu'il y a une très bonne réaction de l'équipe du Saint-Louis. Il y a eu un très bon niveau des deux côtés. Donc, une première défaite pour les Saint-Louisiennes qui n'ont pu tenir la comparaison dans ce match. On était mené à 9-0. On a fourni beaucoup d'efforts pour revenir au score. Car lorsqu'on était revenu au score, les filles n'ont pas su attaquer. Les attaques, elles se sont précipitées. C'était la jeunesse. Défensivement, on a été un peu faible. Mais en attaque aussi, on ne marque pas de panier. C'est ça qui a été un peu nos faiblesses. La suite du championnat, je crois qu'on peut faire mieux que ça. Inch'Allah, si on travaille bien. L'AS Ville de Dakar continue son parcours sans faute depuis le début de la saison. 6 victoires en autant de sorties dans le National 1 féminin. De bon augure pour la Coupe d'Afrique des clubs champions au Caire du 12 au 20 mars prochain.
Mon cher Sadibou Diarra, la ville de Dakar veut monter en puissance d'ici la Coupe d'Afrique des clubs champions au mois de mars prochain. C'est la vue de son coach Ousmane Diallo qui se réjouit ainsi du retour de la meneuse de jeu Elma Malo. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de cher Sadibou Diarra et Ahmadouba. Nous travaillons pour le championnat d'abord parce que nous voulons jouer les grands rôles. N'empêche, nous préparons aussi une équipe d'Afrique. Donc ça va se faire sur un match ou 2 matchs. Pour aller en Afrique, il faut du temps. Donc nous sommes en train de bâtir une équipe, de travailler ensemble. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu patient pour avoir une équipe d'Afrique. Elma, elle vient d'arriver. Ça fait, vous savez, elle est restée très longtemps sans jouer. Il faut du temps. Donc l'équipe a démarré, ça fait 2 mois. Elle est là, ça fait juste 1 semaine. Donc il faut du temps. C'est une bonne joueuse qui peut nous apporter. Donc elle a le potentiel qu'il faut. Maintenant, il faut du temps de match en match, de jour en jour. Elle va retrouver son rythme. Voilà. Merci à vous, cher Sadibou Diarra, Ahmadouba. C'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.